Merci de votre fidélité au programme de Gangan TV. Un plaisir pour moi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Café Débat, l'émission qui donne la parole à ceux qui veulent la prendre en vue d'impacter l'opinion. La nouvelle année 2020 qui s'annonce, comme je l'ai dit depuis le premier, sous un tableau d'incertitude mais aussi d'inquiétude. Vous le savez, la Guinée, depuis un certain nombre de jours, est au cœur d'une crise multiforme, multidimensionnelle. Évidemment, la résistance active mise en marche par le FNDC continue son cours avec son lot de dégâts ici à Conakry, à l'intérieur du pays, évidemment qui porte un coup aussi aux activités économiques. Et face à cette résistance et ses conséquences, l'entêtement du régime Alpha Condé, bien sûr, quelle sortie pour les populations, pour la Guinée tout simplement, puisque nous sommes presque dans l'escalade. Là-dessus, le regard du politique, je reçois Dr Faya Milimono, président du Bloc libéral, membre actif du FNDC à travers sa personne et son parti politique bien entendu. Docteur, merci une fois encore de répondre à notre invitation, bienvenue. C'est un plaisir. Je dis bonne année à tous les téléspectateurs de Gangan TV. C'est toujours un plaisir d'être là. Est-ce qu'on peut dire bonne année aux Guinéens quand on commence une année dans un tel climat, dans une telle atmosphère? C'est des mots qu'on utilise par habitude. Sinon, nous savons que l'année commence très mal. Nous l'avons dit avant aujourd'hui que la Guinée allait mal, et très mal. De jour en jour, on se rend compte que nous sommes en train complètement de perdre le nord. C'est le lieu d'interpeller encore une fois le président Alpha Condé. La Guinée ne le mérite pas, même son combat ne le mérite pas, le combat que lui il a mené, celui de promouvoir la démocratie dans notre pays. Et durant ce combat, beaucoup de jeunes gens qui ont cru en lui ont perdu la vie. Bien. Pour parler effectivement d'Alpha Condé, commençons par lever une certaine équivoque, dissiper un peu les confusions sur la prétendue rencontre que vous avez eue avec lui. Dans cette émission, on n'avait pas eu l'occasion d'aborder ce sujet. Alors, vous étiez allé rencontrer, paraît-il, Alpha Condé récemment. Et on pense que c'était une rencontre qui a été discrète, qu'on ne voulait pas publique, mais il y a quand même eu des fuites. Est-ce que c'était une rencontre secrète entre Faya et Alpha? C'était dans quel cadre? Qu'est-ce qui s'est dit au cours de cette rencontre dont les autres n'étaient pas au courant? Non, la rencontre n'avait aucun caractère discret. Ça n'avait aucun caractère secret. Comme je l'ai dit. Puisqu'il n'a pas été annoncé en amont, oui, ni rendu public. Donc, oui. Avant que je ne m'y rende, j'avais pris soin d'informer certains de mes responsables. Parce que ce n'est pas une rencontre qui était à mon initiative. Ce que j'ai cru comprendre, que ce n'était pas non plus à l'initiative du président lui-même. C'était à l'initiative des personnes qui me sont liées. Donc, pour des raisons sociale, comme je l'ai dit tantôt au sortir de cette rencontre. C'est vrai, le moment a fait que ça a causé une sorte de tsunami. Évidemment. Sur les réseaux sociaux, mais comme je l'ai toujours dit aux Guinéens, avec le Bloc libéral, c'est la sérénité. Et donc, nous rencontrerons le nombre de fois qu'il faut le président Alpha Condé. Cela n'aura pas raison des convictions très très profondes que nous avons par rapport au combat que nous sommes. Alors il s'agissait de quoi exactement? Non, pourquoi j'ai pas élaboré sur cela, c'est que premièrement, c'est pas à mon initiative, c'est à l'initiative des gens qui sont des acteurs sociaux, qui ne sont pas politiques. Donc de quoi on a parlé entre le président, ses acteurs sociaux et moi? J'ai simplement dit que ce ne serait pas poli de ma part que je vienne divulguer devant les médias. Oui, mais ce n'est pas un secret d'État. Est-ce que c'était pour parler de la communauté qu'ici, ou est-ce que c'était pour dire non, Faya, viens rencontrer ton grand frère, ou est-ce que c'est pour présenter les condoléances? C'était quoi exactement? Si ce n'est pas un secret d'État, il faut bien qu'on le sache, docteur. C'était pas pour venir non plus regarder le visage d'Alpha Condé. Non, ce n'était pas pour regarder son visage.
Mais ce n'était pas non plus pour un secret d'État. Je crois que c'est une causerie qui avait un sens purement social. Et donc, on s'est gardé de ne pas... Non, mais... non, mais... on s'est gardé, oui, mais... on s'est gardé de ne pas parler de politique. Et je crois que j'ai respecté cela. Et vous avez parlé de quoi si ce n'était pas politique? Non, vous avez pas... parlé de quoi? De Djekedou, de quoi? De Faya? On veut bien savoir. Non, c'est des problèmes purement personnels. Les gens qui ont souhaité... Mais qui n'a rien à voir avec votre carrière. Qui n'a rien à voir avec ma carrière politique, qui n'avait rien à voir non plus avec la présidence de Professeur Alpha Condé. Le contexte veut simplement qu'il s'agissait d'une rencontre en chef d'État et quelqu'un qui se trouve être un acteur politique parmi les plus opposés à son régime. On ne vous a pas proposé des postes ministériels ou dire ouais, peut-être que tu peux être mon éventuel dauphin? Il ne s'est pas agi des choses comme ça? Non, il n'y a rien. Je ne peux faire aucun commentaire sur quelque chose qui n'était pas à mon initiative. Ça ne serait pas gentil de ma part. Toujours est-il que si cela devait amener Faya à participer à ces élections qui avaient été déjà boudées, on va dire que ce n'est pas fait désormais, puisque vous n'êtes pas sur la liste des compétiteurs. Donc, parce que c'est ce que beaucoup craignaient, à dire est-ce que Faya ne va pas aller finalement à ces élections, au sortir de cette rencontre avec Alpha Condé. J'ai compris le sens de ce tsunami que les réseaux sociaux ont connu. Il y a eu des gens, j'ai trouvé que c'était un grand honneur d'ailleurs pour le bloc libéral et ma personne en particulier de savoir qu'il y avait tant de Guinéens aujourd'hui qui prêtent attention à ce que fait le bloc libéral. Bien. Alors nous considérons donc que notre message est en train de passer et les gens savent effectivement qu'il y a des limites que nous nous sommes imposées et nous n'allons pas aller au-delà de ces limites. Donc j'ai compris l'inquiétude que nombreux acteurs de la société guinéenne, à travers les réseaux sociaux, ont eu à exprimer. C'est vrai qu'il y a eu d'autres acteurs qui ont tout de suite conclu que bon, ce serait parce que l'ODL va déposer la liste. Ça s'inscrivait un peu dans le cadre de ce qu'on a connu par le passé. Je me rappelle une fois, pendant que j'étais assis à Washington, j'aimais souvent regarder les médias guinéens à la télévision. Alors je voyais des journalistes que je respecte beaucoup en train de parler de ma participation au gouvernement à un poste de ministre, sachant qu'ils avaient mon numéro de téléphone. Personne ne s'est donné la peine de vous appeler pour vérifier si c'était vrai tout ça. J'ai trouvé que ce n'était pas c'était pas du respect pour ces auditeurs que de dire des choses qui étaient complètement fausses. Bien. Donc, en tout cas, pour le peuple de Guinée qui a l'admiration pour le bloc libéral et son leader, nous vous disons toujours de garder, n'est-ce pas, votre sérénité. Nous ne sommes pas dans ce combat-là pour aller selon la direction du vent. Voilà. De toute façon, vous ne prendrez pas part à ces élections, c'est clair, si c'était ça la crainte de ceux qui ont compris que vous aviez rencontré Alpha Condé. On va parler de ces élections tout à l'heure et de tout le problème qu'il y a autour dans la seconde partie tout à l'heure. Mais ce qui est plus pressant et actuel, c'est la résistance activée par le FNDC dont vous êtes membre actif. Aujourd'hui, après 2 séances ou 2 semaines de résistance, les 2 premiers jours de la première semaine et les 2 premiers jours de cette semaine, sinon mardi, mercredi de cette semaine, il y a déjà suffisamment de dégâts sur le terrain. Il y a eu mort d'homme la première semaine. Cette deuxième semaine, c'est vrai qu'on n'a pas encore d'informations liées au cas de mort d'homme, mais il y a déjà des dégâts matériels importants sur le terrain. Des édifices publics incendiés à l'intérieur du pays, le patriarche du Fouta a eu son domicile envahi par les forces de l'ordre, à Télémélé, à Pita, à Labé, ainsi de suite. Et ici à Conakry, il y a eu des cas d'incendie de véhicules à Taouya, à La Casse. Aujourd'hui, je pense que il y a une forte inquiétude. Alors d'abord, la question c'est, est-ce que la stratégie du FNDC, dans l'élan de cette résistance, c'était ce qu'on voit sur le terrain, ou c'est un peu les dégâts collatéraux de votre résistance? Écoutez, ça peut être inscrit dans le cadre des dégâts collatéraux, parce qu'il n'a jamais été question au FNDC
de créer une situation de violence dans le pays. Nous avons toujours mené ce combat de manière pacifique. Nous sommes en train de protéger la Constitution pour protéger l'avenir de notre pays. Donc on ne peut pas être, n'est-ce pas, ceux qui seraient à l'origine d'actes de violence. Mais naturellement, nous savons que à chaque fois que l'opposition ou en tout cas le FNDC a annoncé une manifestation, le pouvoir use de tous les moyens pour essayer de créer le chaos et comme pour tenter de jeter l'anathème sur le FNDC pour dire « Ah, c'est les violences que le FNDC est en train de créer ». Mais il y a une chose que nous avons apprise et de manière claire durant ces manifestations-là. Vous savez, depuis l'arrivée du professeur Alpha Condé au pouvoir, on a déploré l'incendie dans au moins une quinzaine de marchés dans notre pays. Je ne crois pas qu'il y a eu un seul cas d'incendie d'un marché qui a été élucidé. C'est-à-dire où on a trouvé un seul suspect, même pas un coupable, mais un seul suspect. Alors, lorsqu'on a vu dans une vidéo, et de manière très claire, c'était à Koloma, les forces dites de l'ordre en train de réunir tout ce qui pouvait créer un grand feu et mettre le feu au marché jusqu'à provoquer la réaction, n'est-ce pas, du directeur national de la police, qui n'a jamais eu une telle réaction malgré la mort d'hommes, etc., etc. On peut conclure que est-ce que si les enquêtes n'ont pas abouti pour savoir qui avait attaqué, qui avait brûlé tel ou tel marché, ce n'étaient pas les mêmes soi-disant éléments des forces de sécurité qui avaient ainsi comme mission supplémentaire d'aller brûler les marchés pour, n'est-ce pas, détruire les biens des Guinéens. Tout cela s'est fait pour créer la cause, pour amener le FNDC à reculer. Nous ne reculerons pas parce que si nous reculons, l'avenir de ce pays sera complètement compromis. Comment vous expliquez tout de même les débordements au-delà de votre mot d'ordre de grève, de résistance active, débordements par le fait que des édifices, des commissariats et tout sont mis à sac, tout simplement. Est-ce qu'il fallait s'attendre à ce genre de choses, à dire qu'au-delà du mot d'ordre, il y a des frustrés de la société qui allaient exprimer leur colère par ce genre d'attitude? Il est clair parce que ça fait 9 ans que nous avons combien de diplômés de nos universités, de nos écoles, qui sont sans emploi. Nous avons combien de Guinéens qui ont perdu leur boulot qu'ils avaient lorsque le professeur Alpha Condé est arrivé. La pauvreté n'a fait que s'accroître dans notre pays. Les injustices n'ont fait que s'accroître. L'impunité n'a fait que s'accroître dans notre pays. Donc ça fait naturellement des frustrés. Alors, mais de là, il est clair qu'il faut beaucoup mettre l'accent sur notre gouvernance. Parce que vous avez parlé tantôt de l'attaque du domicile, n'est-ce pas, du calife du Fouta. Ça, c'est un symbole très très fort. Donc il faut faire beaucoup attention. Nous savons qu'il y a des gens qui ont intérêt aujourd'hui à mettre le feu à ce pays. Nous voulons que les gens comprennent qu'il y a des symboles à ne jamais toucher. Par exemple, le Halif, n'est-ce pas, du Fouta, par exemple le Kuntigi de la Basse-Côte, par exemple le président de la coordination de la Haute-Guinée, les patriarches en région forestière, ça c'est des symboles qu'il ne faut pas toucher, on ne bloque pas avec ça. Parce que personne n'accepterait qu'on touche à son père en pareille circonstance. Donc ça c'est un acte qu'il faut fermement condamner et exiger, n'est-ce pas, du pouvoir la conduite d'une enquête pour savoir qui a ordonné qu'on aille casser les voitures sur le calife du Fouta et qu'on aille jeter les gaz lacrymogènes là. Alors, au-delà de ça, en revenant un peu à Conakry, j'ai parlé tout à l'heure des incendies, en tout cas pour le mardi et mercredi de cette semaine-là. Il y a eu des cas d'incendie de véhicules privés à Taouya, mais aussi il y a eu le cas de la casse qui a été plus retentissant, puisque hier,
déjà les hauts fonctionnaires donc de l'État, les ministres, s'y sont rendus pour constater les faits, ce qui a suscité une sorte d'indignation généralisée face à la présence massive des représentants de l'État au lieu de cet incendie, comme quoi cela était un dédain pour les zones qui ont connu des cas de mort et tout et tout. Quelle lecture vous faites de cela? C'est clair que nous avons une gouvernance dans notre pays aujourd'hui qui fait une hiérarchie entre les citoyens de ce pays. Il y a ceux qui considèrent être des citoyens avec tous les droits et il y a ceux qu'on considère être sans aucun droit. Sinon, on ne peut pas comprendre qu'il y ait eu tant de morts, n'est-ce pas, dans la commune de Ratoma et qu'aucun ministre ne se soit rendu une seule fois. Une seule fois, même un directeur. Il faut quand même rappeler que Taran, le ministre de l'Unité nationale, et certains sont allés une fois dans la zone de Wanindara pour présenter les condoléances. Au moins une fois, hein, dans une famille maintenant. Une fois sur 130 et quelques. Une fois sur 130. Parce que nous parlons de la mort. Ils auraient dû aller chaque fois qu'il y a mort. On ne peut pas. C'est pas pour minimiser le fait qu'on ait détruit, n'est-ce pas, les voitures des gens. C'est aussi une perte qu'on n'aurait jamais voulu que ça se passe. Hein? Donc, il ne faut pas penser qu'on serait tenté de minimiser le fait que... Mais comparé aux pertes en vie humaine... Mais comparer un bien matériel à la vie humaine, ça c'est seulement dans un pays qui est complètement disconnecté des valeurs, comme la Guinée l'est aujourd'hui, qu'on peut vivre ce genre de situation. Bien. Et donc, à ce stade de la résistance, vous pensez que il faudrait continuer? Qu'est-ce qui doit être possible? Quelle doit être l'attitude du président de la République, mais aussi de son chef de gouvernement? Parce que là, cela se passe au moment où Alpha Condé était à Londres et Kassouri à l'intérieur du pays. Qu'est-ce que vous attendez de ces deux personnalités à ce stade de la crise autour de cette affaire de constitution? Disons ce qu'on attend de M. Alpha Condé. Je crois qu'il peut mettre fin à tout ça. Le président Issoufou, c'est un être humain aussi qui aurait bien aimé rester au pouvoir avec tous les honneurs jusqu'à sa mort. Là-bas au Niger, il y a eu aussi des gens qui ont eu cette volonté d'encourager le président Issoufou à rester au pouvoir éternellement. Mais le premier qui a demandé un troisième mandat pour lui, il a été mis aux arrêts, il a été jugé, il a été condamné. Depuis, on n'en a plus jamais entendu parler. Chez nous, on ne peut pas ne pas dire que le président de la République n'est pas celui qui est derrière. Parce qu'il y a eu des fonds publics qui sont en train d'être utilisés et tout le temps. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'interpelle le corps enseignant de ce pays. Sortez de la division dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Unissez-vous pour donner un sens, n'est-ce pas, à la mission importante que vous avez à accomplir dans notre pays. Vous ne serez jamais capable d'accomplir la mission qui est la vôtre, je suis un enseignant, sans que nous ayons un minimum de conditions de vie et de travail pour les enseignants de Guinée. Pendant que nous voyons des milliards sortis pour être distribués par-ci, par-là, acheter des consciences, déplacer des populations de Conakry pour aller assister à des meetings à Kindia, déplacer même des gens ici qui prennent l'avion pour aller atterrir à Bamako, prendre la route pour venir assister à des manifestations à Kankan ou à Sigiri, on ne peut pas trouver quelques milliards pour augmenter le salaire des enseignants. C'est pourquoi vous me permettrez d'utiliser de vos antennes pour apporter un soutien ferme, n'est-ce pas, au SLEG. Pour ceux qui ne le savent pas, en tant qu'enseignant, le SLEG est né à l'enseignement supérieur. Et j'étais enseignant à l'enseignement supérieur. Lorsque le SLEG est né, et j'ai appartenu au premier bureau, n'est-ce pas, du SLEG à l'école normale supérieure de Mania. Bien. Donc, je me reconnais très bien dans la lutte que mène aujourd'hui, parce qu'aussi longtemps... Même s'il faut faire le distinguo entre leur lutte et ce que vous menez sur le terrain politique. C'est complètement différent. Bien. C'est complètement différent. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une gouvernance tellement bancale que nous sommes en droit de considérer
que s'il y avait une gouvernance quelque peu vertueuse dans ce pays-là, on se serait préoccupé de l'avenir de nos enfants en donnant, n'est-ce pas, un minimum de conditions de vie et de travail pour les enseignants. Malgré tous ces dégâts que nous constatons, après 2 semaines de résistance, vous comptez continuer encore la semaine prochaine et encore, tant que Alpha ne renonce pas. Je vais vous dire, Ouri, pour terminer. Si nous reculons, l'avenir de ce pays, nous le connaissons déjà. En 2001, lorsque la Constitution a été modifiée pour donner un mandat d'enfer au président Lansana Conté, la Guinée est allée en faillite. C'est le sort qui attend la Guinée si jamais nous reculons, même d'un pouce. Vous comprenez? Et cette faillite a coûté très cher. Donc sur la question, une fois encore, pas de médiation possible, pas de négociation possible, c'est la sortie du président pour exprimer son renoncement. Voilà, le président de la République a juré 2 fois sur cette constitution, il doit un respect absolu au peuple de Guinée et il ne peut pas, n'est-ce pas, essayer de faire ce coup d'État constitutionnel pour vouloir se maintenir même un jour de plus après la fin de l'année 2020. Voilà, donc il n'y a pas de possible, enfin je veux dire, il n'y a pas de négociation possible, pas de médiation, en tout cas sur la question de la nouvelle constitution, c'est le renoncement qui résout le problème. Ouais. Voilà. Et puisqu'à côté de cela, de cette question de constitution qui est face à la résistance, il y a aussi le processus électoral qui est décrié par une bonne partie de l'opposition qui d'ailleurs n'ira pas. Mais au-delà du fait qu'elle n'ira pas, évidemment, elle est en train de faire tout ce qui est de son possible pour empêcher. Et c'est pour cela qu'en ce moment, vous voyez des jeunes gens déchirer, arracher les listes provisoires qui sont en train d'être affichées ici et là. Alors, est-ce que à ce rythme-là, on peut dire que le jour du scrutin se passerait dans la sérénité? D'ailleurs, est-ce que la phase de campagne que nous traversons est en train de se passer dans la meilleure des façons? C'est la question qui se pose, ou sinon les questions qui se posent. Et nous reviendrons là-dessus dans la deuxième partie de l'émission, tout juste après la pause thé. Merci de nous retrouver dans cette deuxième partie de Café Débat. L'invité du jour, c'est Dr Faya Milimono, président du bloc libéral. Premier sujet, vous l'aurez compris si vous étiez là au début, la Guinée au cœur d'une crise multiforme, multidimensionnelle. D'abord la résistance active du FNDC avec toutes les conséquences que nous vivons en termes de dégâts face à l'entêtement du régime et au haut lieu, Alpha Condé lui-même. Vous avez donc vu la lecture du président du bloc libéral. Maintenant, on va parler de l'autre crise, l'autre face de la crise globale, c'est le processus électoral décrié, notamment qui doit aboutir au scrutin du 16 octobre, donc des législatives. Oui, Dr Faya, il se trouve qu'effectivement, vous avez dit que vous ne prendriez pas part à ces élections en opposition plurielle d'ailleurs, hein, mais malheureusement, ou heureusement pour eux en tout cas, au lendemain, vous avez certains de vos amis qui sont allés s'inscrire. Vous connaissez déjà la liste. Il y a le RDR, ou il y a le RPR, il y a, je ne sais pas encore il y a qui, il y a le parti de Badico, il y a certains qui ont quitté l'UFR. En tout cas, qu'est-ce que vous pensez de cela? Est-ce que vous les considérez comme des traîtres ou tout simplement, voilà. Au-delà de ce qu'on peut appeler traîtrise, je suis content que vous ne vous rappeliez même pas de ce parti. Non, ça, et cela veut dire quoi si je ne me rappelle pas de... Ça veut dire qu'ils ne feront pas un grand impact dans ce truc. Ça, c'est ce que je note avec beaucoup de satisfaction d'ailleurs. Bien. Parce que si c'est clair que le bloc libéral avait été, ou l'UFR, ou l'UFDG, ou PDN, ou le parti PADES. On n'aurait pas du mal à se rappeler des noms, quoi. Trouver même une seconde de vous rappeler les noms de ces partis politiques. Ceci dit, nous sommes dans une situation, il ne faut pas faire une... Non, ceux-là qui sont partis, est-ce que vous êtes déçus d'eux? Est-ce que vous les considérez comme des traîtres? Nous sommes déçus d'eux. Parce que c'est des gens qui ont pris part à toutes les rencontres que nous avons eues, au cours desquelles nous avons débattu en toute liberté de toutes les questions et nous avons fait des déclarations ensemble. Alors, quelqu'un va nous dire, ce n'est pas une traîtrise, mais si vous avez convenu avec quelqu'un de faire quelque chose et vous vous tournez pour aller faire le contraire,
je ne sais pas comment on appelle ça. De Bien. toutes les façons, ça nous permet de faire la décantation. Moi, je n'ai jamais été pour le grossissement tellement de l'opposition. Parce que, écoutez, même l'être humain, quand vous êtes trop gros, eh bien, les médecins commencent à vous dire, vous devez faire vous devez faire les exercices. Un contrôle des exercices, oui. Hein, pour que la graisse là, parce qu'il y a beaucoup qui sont venus de cette mouvance, qui ont eu tellement d'énergie parce qu'ils venaient de quitter la soupe pour crier très 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 fort. Et malheureusement pour nous, on les a mis au cœur. On leur a étalé le tapis rouge, alors que c'est des gens qui venaient simplement se faire remarquer pour retourner. Vous voulez parler de qui Ils sont très nombreux. Vous voulez parler de Makanira, on n'a pas besoin de Papa Koli? Tellement ils sont nombreux là-bas. De toutes les façons, ils se connaissent. Aujourd'hui, ce qu'il faut dire, on est en train de vivre un processus électoral qu'il ne faut pas séparer du coup d'État constitutionnel. Nous avons un fichier aujourd'hui qui n'a pas d'égal dans le monde. Ça n'a pas d'égal dans le monde. Pour les Guinéens qui m'écoutent ou pour les populations qui m'écoutent, la population de Conakry, en 2019, a été comptée par l'Institut national des statistiques à 1,9 million. 1,9 million. Et sur les 1,9 million, environ 900, près de 1 million, c'est des enfants de moins de 18 ans. Mais on nous a dit qu'il y a 1 669 000 qui sont électeurs. Vous comprenez? C'est un peu comme les statistiques qu'on avait dénoncées avant de Kaloum. Kaloum avait une population de 62 habitants pour 60 électeurs, 60 000 électeurs, 62 000 habitants pour 60 000 électeurs. Donc presque 80%. Seul en Guinée, on entend ce genre de choses. Mais le processus lui-même, il est en train de se passer complètement en dehors du cadre légal. Le président de la République appelle un corps électoral qui n'existe pas encore. Vous ne savez pas à date si vous êtes électeur ou pas. On n'a pas encore un fichier assaini, propre, qui peut, quelqu'un ne peut pas nous dire aujourd'hui qu'on peut à ce stade imprimer les cartes d'électeurs. Donc, on ne connaît même pas le corps électoral que le président s'est empressé à appeler. Bien. Vous comprenez? Puisqu'on a tellement joué à la petite politique pendant des années pour ne pas organiser l'audit sur lequel on s'était convenu en 2015, on a l'impression que la gouvernance dans ce pays n'a pas de montre pour savoir que les aiguilles passent. Quand une minute est perdue, on ne peut plus la récupérer. Vous comprenez? Bien. Et j'ai trouvé qu'il y a certains mouvanciers qui disent « Oh, c'est parce qu'on a respecté les accords qu'on n'a pas organisé les élections en 2018. » Je dis, il y a parfois, malgré tout ce que nous discutons en politique, quand il s'agit d'une femme, j'ai souvent du respect. Mais quand elle ment, je tombe à la renverse. Bien. Là, vous parlez de qui? Je parle de la première sur la liste du RPG qui dit que si on n'a pas organisé les élections en 2018, c'est parce qu'on a respecté les accords. Ah, Madame Zalikatou. Alors, mais quand j'ai entendu ça, c'est une femme, malgré qu'elle soit partie au RPG, j'avais encore du respect pour elle. Mais le jour que je l'ai entendu dire ça, et sur les grandes gueules, je dis, mais attends, est-ce que mes oreilles sont en train de me tromper ou c'est vrai? Bien. Alors, quand on est rendu là, il faut faire attention. Parce que si personne ne peut plus avoir peur dans ce pays de mentir, et de mentir devant caméra, si personne ne peut avoir la honte de voler, et de voler devant caméra, etc., alors on est vraiment dans une situation qu'il faut qu'elle change. Est-ce que vous pensez que tout ça, le résumé de tout ça aujourd'hui, c'est une comédie électorale? Mais c'est une comédie électorale, parce que si encore on peut mentionner le code, parce que maintenant parler du code, c'est vraiment apparaître ridicule. Mais si on peut parler du code, le code dit que 45 jours avant le jour du scrutin, on doit commencer à distribuer les cartes d'électeurs. Vous en avez eu pour vous déjà? Nous sommes à la phase d'affichage. La phase d'affichage. Et la loi a prévu que ça doit se faire en 15 jours. Bien. Vous savez, il ne faut pas... Et parce que tout ça, je dis... Mais aujourd'hui, vous avez des gens qui déchirent les listes provisoires ci et là. Vous pensez qu'il fallait s'attendre à ça et que finalement le jour du scrutin serait pire que ça?
Mais attendez, vous savez, nous avons affaire à des êtres humains. Quand tu vas à Dixine, tu vois la photo du Premier ministre Jean-Marie Doré, que Dieu nous a enlevé il y a déjà 3 ans. On le voit bien distinct là-bas, qu'il est encore l'électeur dans le fichier de choses. Ça énerve les gens, il faut qu'on se dise la vérité. Hein? Ce qu'on est en train de vivre dans notre pays aujourd'hui, c'est vraiment une calamité. Bien. Et donc, ce processus, vous pensez qu'Alpha Condé devrait l'arrêter aussi, pour ne pas arriver au 16, qui peut être un jour à risque? On n'arrivera pas au 16. Vous allez l'empêcher? Moi, je vous dis clairement, nous avons dit que nous allions l'empêcher et nous allons empêcher ces élections-là. Bien. Nous allons les empêcher parce que, écoutez, on ne peut pas faire des élections dans un pays en agissant complètement en dehors de la loi. Est-ce que vous savez, Ouri, qu'il n'y a pas une seule liste légale qui a été retenue? Vous savez ça, non? Une liste légale, c'est-à-dire? C'est-à-dire une liste qui a été déposée dans les délais légaux. Oui, mais là-dessus, la CENI se défend comme quoi vous n'avez pas compris. Non, attends, il faut que vous ayez peut-être un débat contradictoire avec les gens de la CENI. Il n'y a pas de débat contradictoire. C'est le français plein. Parce qu'après, il parle d'exception et tout. Non, c'est un français plein. On dit, pour les élections législatives, le dernier jour du dépôt de candidature, c'est au moins 60 jours. 60 jours. Avant? Ça, c'est écrit 60 jours avant le jour du scrutin. Et 60 jours avant le jour du scrutin, c'est le 18. Le 18 décembre. Et c'est le 18 décembre qu'on a dit que les gens peuvent venir. Et ce jour-là, personne n'a été enregistré selon les rapports quotidiens qu'on faisait. Personne n'a été. Donc, toutes les listes qui ont été déposées le 19, le 20, jusqu'au 30, avec prolongation qu'ils ont faite, tout ça c'est illégal. Totalement illégal. Donc, on ne peut pas accepter que quelqu'un qui n'a même pas une candidature légale puisse un jour dire je suis votre député. Et pour faire quoi? Bien. Alors, donc, qu'est-ce qu'on va dire? Est-ce que sur le sujet, si jamais il y a de la médiation, c'est vrai que sur la question de la nouvelle constitution, vous avez dit, pas possible. Mais sur ce sujet-là, est-ce que s'il y a une médiation internationale qui s'offrait, vous reviendrez autour de la table avec tous les éléments de réclamation pour remettre le compteur à zéro? Cette question, je crois que la CENI, je ne sais pas si c'est parce que Kébé n'avait pas encore bu le whisky. Quand il nous a invités, non, mais qui vous a dit qu'il prend du whisky? Il est serein. Quand quelqu'un se comporte comme lui, j'en doute. Alors, il a invité les acteurs politiques à Kindia, où on a fait l'examen du processus. Il y a un chronogramme qui a été projeté, qui était de plus de 200 jours. Pour une élection. 235. En tenant compte du fait qu'il y a eu un audit qui a été fait. Recommandation principale. R1, c'est le retour devant l'écart de tout le monde. Bien. 6 millions et quelques. Il n'a jamais été capable d'envoyer une circulaire claire demandant à tout le monde de revenir. Et finalement, les additions qu'ils ont faites, j'ai vu Mme Touré, parfois j'ai de l'admiration pour elle, j'ai toujours de l'admiration pour les femmes, mais elle aussi, j'ai trouvé qu'elle a encore à apprendre les mathématiques. La directrice du département fichier électoral? Même l'addition des chiffres qu'elle a donnés dans les communes de Conakry, ça ne concordait pas avec le total qu'on a donné à Conakry. Oui, mais elle dit que vous avez mélangé les chiffres bruts et les chiffres consolidés pour faire les additions. Il ne faut pas qu'elle nous parle comme un certain Kaba qui a été recteur de l'université de Conakry. À un moment donné, combien de listes ont été sorties pour dire cette liste c'est des admis du bac, une autre liste des admis de la même année, certains qui n'ont même pas été candidats. Et la justification de ça, on a dit, c'est parce que le courant est parti et puis les données se sont mélangées. On pense vraiment que les Guinéens, c'est la boue qui est dans nos têtes? Non, pas du tout. Nous comprenons de quoi il s'agit. Quand quelqu'un est malhonnête, eh bien, il n'a pas de mots, mais il fait une fuite en avant. Cette élection-là n'en est pas une. Si donc, on comprend que quand il y a une élection aussi importante que celle-là, il s'agit de choisir des hommes et des femmes qui devront, n'est-ce pas,
être le contrôle important de l'action gouvernementale, on ne peut pas envoyer n'importe qui là. Bien. Et donc, comme je l'ai dit, de toute façon, de l'autre côté, la campagne est en cours et ils sont dans l'optique par de... SMS. Ils sont, bon, enfin, ils sont sur le terrain. Enfin, montrez-nous. Ils sont sur le terrain. À la baie, ils sont ici à Conakry. Non, pas partout, justement. Non, par SMS, oui. Et c'est pour cela que je dis que vous pensez que ça sera du gaspillage d'argent. On est en train de gaspiller les fonds publics. Parce que... On aurait pu prendre cet argent, augmenter les salaires des enseignants et puis laisser nos enfants aller à l'école. Ça aurait encore été utile. Mais tout ce qu'on est en train de faire là, regardez bien. On a déplacé des milliers de personnes à l'intérieur du pays pendant 25 jours. C'est des milliards qui se sont volatilisés. Pour quel résultat? Un résultat dont Mme Touré elle-même n'est pas capable d'additionner les chiffres qu'ils ont trouvés. Bien. Et comme vous l'avez dit, s'il y a une médiation internationale sur ce sujet, c'est bien possible que l'opposition revienne à condition qu'on remette le compteur à zéro, à plat, qu'on reprenne. On a un audit, d'ailleurs pour lequel la Guinée a payé. Et qu'on prenne en compte les recommandations de cet audit. Bien. Et qu'on finisse avec ces élections de 2018. Hein? Les élections locales. Les élections locales. C'est d'abord le respect de notre pays dont il est question. Nous, on s'était battus contre le fameux point 2 des accords. Mais puisque c'est passé comme loi, eh bien, nous devons exiger que la loi soit respectée. Alors, nous sommes légalistes. Et donc, lorsque tout cela sera mis en place et qu'on essaie de nous produire un chronogramme sensé, prenant en compte les délais légaux incompressibles dans notre loi légale, eh bien, tout à fait, nous sommes des acteurs politiques, nous sommes appelés à aller aux élections, nous irons aux élections et nous allons obtenir des voix de nos compatriotes. Alors, pour terminer rapidement, comment vous réagissez à celui qui a été un des vôtres à l'opposition, d'ailleurs votre porte-parole, un bout de temps, il s'agit d'Aboubacar Silla qui est passé récemment chez nos confrères d'Africa 24, vous l'avez écouté. Est-ce que vous êtes étonné devant le personnage ou est-ce que vous pensez qu'il traverse carrément la réalité? Deuxièmement, alors que le ministre de l'Unité nationale et celui de la Justice étaient à Genève, je crois que c'était avant-hier pour participer aux travaux, il y a eu des interpellations venant donc, de l'opinion internationale, notamment l'Union européenne, ainsi de suite, concernant le processus. Quelle est votre réaction face à ces deux sorties? Abakar Silla d'abord. Le niveau était très très bas, là, il faut le dire. Avec Abakar Silla sur France 24? Bien entendu, parce qu'il a réduit l'action politique qu'on a menée ensemble à trois choses. Trois choses. Oui, Marc. Le vote des Guinéens de l'étranger. Quoi, le troisième, c'était quoi d'ailleurs? Bon, en tout cas, lui, sa partition. Non, la réalité. Il dit que lui, sa partition. Il faut que l'on se respecte dans ce pays-là. C'est pour cette raison que le BL est en train de se battre pour une rupture. Parce que lorsque la rupture sera créée, il y a des gens qui ne prendront plus la parole. Parce qu'ils n'auront plus rien à dire. Mais vous n'allez pas les obliger à ne pas prendre la parole de toute façon. On ne va pas les obliger, mais quand vous parlez maintenant, personne ne vous écoute. Eh bien, vous allez arrêter. Vous avez été étonné désagréablement face à... Désagréablement étonné. C'est-à-dire qu'on peut, pour des raisons pécuniaires, bon, l'opposition c'est difficile, Je sais comment la lutte a été menée quand il était question de cette affaire de l'argent qu'on donnait au chef de file, la subvention. Bon, ça fait beaucoup de bruit et tout ça. Je sais que quand l'argent ça manque, eh bien, il y en a qui ne peuvent plus dormir. Donc, pour dire les choses vraies, vous pensez qu'Aboubacar Silla a menti sur toute la ligne? Aboubacar Silla doit mieux se respecter que ça. Quand il raisonne comme il a raisonné sur un média international, il a montré que le niveau est très bas. Maintenant, l'interpellation de l'opinion internationale à Genève, alors que le ministre de l'Unité nationale était là, celui de la justice aussi. Non, je crois que la communauté internationale est en train de regarder aujourd'hui la Guinée avec beaucoup d'attention. Bien. Le sang est en train de couler, on est en train de brûler les marchés, on est en train de caillasser les véhicules des gens, tout ça pour essayer de créer la confusion et confisquer le pouvoir. Ce pouvoir-là ne sera pas confisqué. Bien. Le président Alpha Condé a encore quelques mois devant lui.
Alors, mois. en parlant d'Alpha Condé, et pour terminer, c'est lui, vous l'avez rencontré la dernière fois, mais pour des raisons sociales. Encore si vous devez lui parler, pour des raisons politiques, sur ces sujets-là, qu'est-ce que vous avez à lui dire en 30 secondes? Ce que je peux dire au président Alpha Condé, c'est que personnellement, je n'ai jamais imaginé que vous adoptiez, vous choisissiez vous-même de sortir par la petite porte. Parce que la seule voie qui peut vous permettre de sortir honorablement, c'est de respecter notre constitution et sortir de ce jeu-là. Il y a des gens qui sont autour de vous, qui ont construit un rideau entre la vérité et vous, entre la réalité et vous. C'est les premiers qui vont vous jeter la pierre. C'est les premiers qui viendront vous critiquer, c'est les premiers qui diront du n'importe quoi de vous. On se rappelle après la mort de M. Sékou Touré, paix à son âme, les gens qui étaient dans son entourage immédiat, nous nous rappelons encore de ce qu'ils ont dit. Nous nous rappelons de ce que ceux qui étaient dans l'entourage immédiat du général Lansana Conté ont dit de Lansana Conté. Alors, si vous pensez que ces troubadours qui sont autour de vous, qui sont en train de vous dire « Ah oui, monsieur le président, ah oui, monsieur le président », le jour que vous sortirez par la petite porte, vous les entendrez parler de vous, ça sera comme un rêve. Nous ne voulons pas que vous sortiez par la petite porte, alors ressaisissez-vous, renoncez à cela, vous irez par la grande porte. On espère qu'il vous entendra. Hein? Merci, docteur, et à très bientôt. En tout cas, on le lui souhaite. Merci beaucoup. Merci bien. À vous, merci de votre attention et de votre fidélité. À demain pour un autre numéro de Café Débat. D'ici là, prenez soin de vous et au revoir.